premier grand thème, quelle révolution verte pour l'Afrique a-t-elle commencé, est-elle en cours, peut-on la généraliser, en quoi est-elle différente des révolutions vertes indiennes, asiatiques ou américaines. Deuxième grand thème, comment faire face à l'impact du changement climatique, ce que la science et la recherche peuvent nous dire là-dessus. Troisième grand thème, quel modèle agricole, des petites exploitations modernisées ou des grandes exploitations mécanisées, sachant que l'Afrique se caractérise par des petites exploitations de 2 ou 3 hectares actuellement, pour l'essentiel. Et enfin, dernier grand thème, quelle place pour l'agrobusiness, sachant que les fonds souverains, les investisseurs privés achètent beaucoup de terres en Afrique. Actuellement, il y a un accès à la terre, à l'eau, pour des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, voire même la Corée ou la Chine. Donc, nous allons tenter, si possible, d'aborder toutes ces questions. Première question, donc, quelle révolution verte pour l'Afrique? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons ici présents à notre table 3 grands spécialistes. Jean-Luc François, à la droite, directeur de la division agriculture, développement rural et biodiversité à l'AFD, l'Agence française de développement. Éric Scopel, qui est ancien du CIRAD, toujours au CIRAD, directeur de l'unité agroécologie et intensification durable des cultures annuelles. Et Joël Ruet, à gauche, chercheur au CNRS à Sciences Po, spécialiste de l'émergence de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique. Il y a d'autres caractéristiques, mais bon, on va être succinct. Donc, premier grand thème, quelle révolution verte pour l'Afrique? Comment tripler la production agricole pour répondre à la croissance de la population, appelée à doubler, nous disait les démographes, à l'horizon 2040-2050. Comment donc intensifier la production agricole tout en préservant la fertilité des sols? Voilà une première question que je vous pose, messieurs. Peut-être Jean-Luc ou Eric. Donc effectivement, c'est une question qui se pose. Le premier élément, c'est que face à ce défi de l'offre et de l'adéquation entre l'offre et la demande, d'abord il faut dire en premier lieu que l'adéquation entre l'offre et la demande, ce n'est pas uniquement une question d'offre, c'est aussi une question de mise à disponibilité de cette offre par rapport à cette demande. Donc il y a plusieurs facettes dans la gestion de ces questions de sécurité alimentaire. Ce n'est pas uniquement une question de production, mais donc c'est aussi une question de mise à disposition des populations qui ont besoin de cette offre en termes de production alimentaire. Ceci dit, en Afrique en particulier, on est à des niveaux de production, effectivement, qui montrent clairement que la production en soi est déjà un premier défi dans beaucoup de pays, avec une grande disparité. Quand même, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une grande disparité en fonction des pays et en fonction des différentes régions, on va dire, d'Afrique. Ça se décline de façon assez diverse. Mais ça reste quand même un défi important. Quelque part, on est face à un défi technique qui est de comment on va arriver à augmenter la production primaire de biens alimentaires, de biens agricoles de façon générale qui contribuent à la sécurité alimentaire, dans ce contexte assez diversifié, donc africain. Donc à partir de ça se pose la question de savoir, quand on compare à des modèles classiques plus occidentaux, que ce soit européens ou nord-américains, effectivement, l'agriculture elle est passée par une augmentation énorme de la productivité, de la terre en particulier, donc par on va dire, l'usage et la mobilisation d'un certain nombre d'intrants extérieurs qui ont permis d'augmenter à la fois la productivité de la terre, la productivité du travail, du secteur agricole. C'est bien ces richesses extérieures, c'est des éléments
des éléments donc, issus à la fois donc, de la mécanisation, issus des énergies fossiles, issus des intrants chimiques donc, qui a été mobilisé pour favoriser la production agricole dans différents grands domaines. La partie donc, on va dire alimentation des cultures, donc il va être donc, la mobilisation des zones de ressources, l'eau, les nutriments que les cultures agricoles vont nécessiter, nutriments au travers des engrais chimiques qui ont été mis à disposition, et tout le secteur aussi de la chimie, protection des cultures, donc contrôler, on va dire, les éléments négatifs de la nature qui perturbent la productivité, et tout ça passé par des intrants chimiques. Donc ce modèle il a été très efficace en termes de production dans nos sociétés. Ceci dit, on en voit maintenant beaucoup les limites à la fois sociales et environnementales, à la fois cet impact donc, potentiel sur la santé humaine, mais aussi donc, sur l'environnement. Tous les défis, c'est d'arriver à reproduire les schémas d'augmentation de la productivité en Afrique qui se démarquent de ces processus négatifs qui avait marqué le schéma classique de la révolution. Donc on est face à un double défi qui est de dire, dans beaucoup de pays, la révolution verte en soi, telle qu'elle a été connue dans d'autres régions, on en reparlera, ne s'est pas vraiment produite, mais en plus, on a cherché des nouvelles façons de produire, des nouveaux schémas d'intensification qui soient donc plus efficaces par rapport à ces enjeux, ces effets pervers, on va dire, de l'intensification de la révolution verte. Tels qu'ils se sont manifestés dans notre région. Donc ça augmente le degré de difficulté. Donc c'est à la fois ça ne veut pas dire qu'il faut se démarquer des intrants chimiques, ça veut dire qu'il faut en avoir une autre utilisation, c'est-à-dire apprendre la façon dont on a utilisé de façon excessive ces outils-là dans notre région du monde, et les mobiliser donc, de façon efficiente, efficace, donc en optimisant leur utilisation et leur impact sur la productivité, tout en minimisant leur externalité négative sur l'environnement et la santé. Ça, c'est la première voie. Et la deuxième voie, c'est effectivement incorporer, on va dire, mieux mobiliser des processus naturels qui se mettent en place donc, dans la croissance des cultures. Là, on est vraiment, je parle un peu technique peut-être pour l'audience, mais grosso modo, quand on produit de façon agricole, dans un champ, il se passe des tas de choses, des interactions entre des éléments biologiques qui font que, in fine, on va arriver à produire une certaine quantité de notre culture à la fin du cycle agricole. Et tous ces éléments biologiques, certains sont favorables à la production, d'autres sont défavorables. Et donc, ces processus écologiques qui sont naturels et qui, dans la révolution verte, on a cherché à les masquer, on va maîtriser la nature pour mieux, par la chimie, pour essayer de mieux contrôler la quantité produite. Là, on a une autre approche qui est de dire, dans ces processus écologiques, dont certains sont négatifs et dont d'autres sont positifs, comment on met mieux en avant les positifs, comment on contrôle les négatifs par des voies naturelles d'action, et donc pour rendre l'ensemble de cette production plus efficace. Voilà. Donc ça, c'est un gros enjeu. Je vais arrêter là pour le moment, mais donc effectivement, face auquel on est confronté. Pour une agriculture économe en intrants et en eau, efficace. efficace. Oui, bonjour. En fait, le triplement de la production, s'il y a une région dans le monde qui peut le faire, c'est bien l'Afrique, puisque c'est, avec l'Amérique latine, une région du monde où on sait qu'il y a des terres cultivables qui ne sont pas cultivées, qui pourraient l'être, où on sait qu'il y a de l'eau qui pourrait être beaucoup mieux utilisée pour l'agriculture, et où on sait qu'on part avec des rendements assez faibles en moyenne. Donc la question qui est posée, c'est comment on mobilise tout ça sans dommage pour la planète, c'est-à-dire en ne commettant pas en gros les erreurs que d'autres continents ont commis. Ensuite, il faut bien savoir que la révolution verte, elle a eu lieu dans certaines zones d'Afrique. Je crois qu'il faut insister sur ce que disait Eric. On ne peut pas parler de l'Afrique d'une façon générale. Entre l'Afrique du Nord déjà et l'Afrique du Sud, même s'ils ont en commun
une écologie méditerranéenne. On n'est pas du tout dans les mêmes systèmes économiques et systèmes écologiques. Entre le Sahel et la République démocratique du Congo équatoriale, on ne parle pas du tout de la même chose. Entre des zones hyper densément peuplées du Rwanda, du Burundi, voire de certaines régions d'Éthiopie, et l'Angola et le Mozambique qui sont largement vides, on ne parle pas du tout du même peuplement. Donc il faut vraiment avoir en tête qu'on n'a pas une Afrique, mais on a 50 Afriques, avec une caractéristique, outre l'énorme diversité agroécologique, une diversité de peuplement. C'est un continent énorme dans lequel les dynamiques démographiques ne sont pas achevées. Vous avez des zones trop pleines que j'évoquais, des zones vides. Nous-mêmes, dans notre histoire européenne, on a connu ça. Et quand on était trop plein, on est monté dans des bateaux et on est allé en Amérique du Nord, du Sud, en Australie, etc. Sauf qu'en Afrique, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Et ces mouvements migratoires qui concernent beaucoup les zones rurales, qui retransforment les zones rurales, sont en cours, sont très actifs. En plus, c'est un continent qui, historiquement, connaît une dynamique démographique qu'aucune région du monde n'a connue jusque-là, avec une très forte croissance de la démographie, donc qui suppose des recompositions assez difficiles. Et donc on peut dire, en résumé, ce que je veux dire, c'est que c'est un continent qui a un capital humain, un capital naturel, un capital spatial, qui lui permet de faire face à ces défis-là. Ensuite, je voudrais prendre 3 exemples d'endroits où la révolution verte a bien eu lieu en Afrique. Vous prenez la vallée du fleuve Sénégal, vous prenez ce qu'on appelle le delta intérieur du Niger, qui concerne le Mali. Les rendements en riz qui sont obtenus par les agriculteurs de ces pays sont supérieurs à ceux qu'on obtient dans les deltas asiatiques historiques, qu'on nous présente toujours comme le mec plus ultra de la riziculture. Vous prenez la production d'EVA. Je prends à dessein une production qui n'est pas alimentaire, parce qu'il faut aussi se garder de penser que l'agriculture, ce n'est que de l'alimentaire. Si c'était ça, il faudrait vite qu'on arrache toutes les vignes du Beaujolais ici et qu'on plante autre chose qui soit vraiment alimentaire. Ce qui serait assez dommage quand même. Donc l'EVA, aujourd'hui, vous avez les meilleurs rendements sont dans des plantations africaines. Vous prenez la banane, vous prenez l'ananas, vous prenez le cacao. Vous avez chaque fois des endroits en Afrique où, parce que vous prenez le coton aujourd'hui, les meilleurs rendements de coton pluvial, on ne peut pas confondre avec le coton irrigué, le coton pluvial qui a moins d'impact, ces rendements sont très bons en Afrique de l'Ouest. Et chaque fois, c'est parce qu'on a donné aux agriculteurs africains, dans tous les exemples que je viens de citer, il s'agit d'exploitations familiales, pas petites forcément, mais des exploitations familiales. On a donné les conditions qui leur permettent d'exprimer leur capacité à produire bien, vite, fort. Alors, donc la révolution verte, elle est possible. Maintenant, on est dans un moment de notre histoire, comme le rappelait Eric, où on se pose à juste titre un certain nombre de questions sur les externalités négatives, la soutenabilité d'une révolution verte fondée sur un usage d'intrants de manière déraisonnable. Alors, là aussi, je voudrais donner un chiffre ou deux. J'arrive de Chine. En Chine, vous avez des exploitants agricoles qui utilisent 800 unités d'azote à l'hectare. Alors, évidemment, ça provoque un peu d'eutrophisation. Vous arrivez au Mali, les gens ne sont même pas à 30 unités. Donc il y a encore de la marge. Donc, quand on parle d'une manière générale sur la révolution verte, attention danger, gardons raison et voyons exactement de quoi il s'agit. Voilà. Oui, merci. Je dois peut-être très rapidement présenter d'où je parle, parce que je ne suis pas un agronome, je suis un économiste, c'est un premier défaut. Je suis un économiste spécialisé d'industrie, donc d'énergie, d'industrie automobile, etc. Et j'ai essentiellement travaillé sur l'Asie. Vous me demandez peut-être ce que je fais ici. Eh bien, une autre casquette, en effet, c'est que depuis 20 ans, je connais
une partie du Sahel pour des activités, plutôt par des activités associatives, militantes, etc. Et donc en particulier dans la vallée du fleuve Sénégal. Et en effet, avec quelques autres, on a accompagné une partie de cette transformation, de cette révolution verte. Et dernier point, l'an dernier, j'ai conseillé le ministre de l'Agriculture du Sénégal, et je partirai par lui, puisqu'il me disait, finalement, pour construire la révolution verte en Afrique, pour construire une agriculture résiliente, dynamique, etc., il faut commencer par détruire. Il faut commencer par détruire des mythes. Je vais, à sa suite, détruire un premier mythe qui serait que la révolution verte en Afrique serait, comme beaucoup d'autres révolutions vertes, monoproduits, monofilières, spécialisées, donc une intensification autour de quelques plantations, premièrement. Deuxièmement, qu'elle serait nécessairement tournée vers l'exportation et donc une industrialisation des processus de distribution. Et troisièmement, qu'elle ne serait pas créatrice d'emplois. Heureusement pour l'Afrique, tout ça est faux. Sur la question des filières, l'enjeu de l'Afrique aujourd'hui, alors bien sûr, il y a des Afriques, je suis tout à fait d'accord. Il y a une grande majorité de l'Afrique encore qui est extrêmement rurale. Vous avez 70% de l'Afrique qui est rurale, donc c'est une question. Quand on s'intéresse à l'émergence, en Asie, on s'intéresse à l'industrie. Quand on s'intéresse à l'émergence en Afrique, il faut aussi s'intéresser à l'industrie, bien sûr, mais il ne faut pas négliger l'agriculture et le milieu rural, puisque 70% de l'Afrique vit en milieu rural. Vous avez des pointes également au Burkina Faso, vous avez 96% de la population qui dépend d'une agriculture locale, familiale, d'autosubsistance. Dans ces conditions-là, c'est extrêmement important de diversifier, d'améliorer les rendements, d'améliorer la production, mais de diversifier les plantations. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin, en fait, vous ne pouvez pas compter sur un marché international, vous ne pouvez pas compter sur un marché national pour assurer l'autosubsistance, pour éviter la malnutrition, etc. Donc vous avez besoin d'avoir une diversification des cultures tout au long de l'année pour deux raisons. D'abord pour des raisons alimentaires, et puis deuxièmement pour des raisons de revenus et de gestion des flux. Donc une grande partie du travail des ministères de l'agriculture en Afrique de l'Ouest notamment aujourd'hui, consiste à essayer de sortir d'un modèle binaire où vous avez soit de l'agriculture postcoloniale d'exportation, ou soit de la toute petite agriculture vivrière sur, j'allais dire, des plantations traditionnelles. Et une grande partie du travail consiste à mettre à disposition des semences améliorées sur des plantations qui ont pour certaines des cycles longs, des cycles courts, et qui aident à passer la soudure, qui aident à passer les retards vous voyez, j'allais dire de mousson, c'est vraiment mon côté asiatique, des retards d'hivernage, et donc à avoir une génération de flux, même s'ils sont des petits flux financiers. Ce qui est important, c'est d'avoir des flux financiers continus. Donc la boucle économique à l'intérieur de la révolution verte est extrêmement importante, mais c'est une boucle économique proche des gens et qui passe par une diversification des cultures. Et évidemment de la recherche, puisque les cultures les plus adaptées vont être en particulier des plantes locales. La révolution verte dans le riz, on peut la faire dans certains endroits. Je crois que sur la vallée du fleuve, il faudrait aller encore plus en amont, et que ça c'est difficile, mais on n'arrivera pas à faire du riz partout. Donc il faut des plantes résilientes locales, et il y a énormément de recherche et développement, et là je me retourne vers les agronomes, à faire à partir des plantes locales et pas à partir des plantes européennes ou d'origine américaine qui ont été implantées ensuite en Afrique. Donc ça c'est le premier point. L'agriculture africaine de révolution verte sera nécessairement une agriculture diversifiée. Donc de ce point de vue-là, toute chose égale par ailleurs, plus résiliente, plus durable, plus respectueuse des sols. L'autre point également, c'est que si on regarde les densités de population, c'est extrêmement important pour renforcer ces filières économiques de doubler la filière agricole par la filière élevage. Il y a toujours, vu l'Europe ou vu des zones densément peuplées du monde, d'Asie, etc., une espèce de compétition entre la compétition imaginée, un autre mythe à détruire si vous voulez, entre l'alimentation humaine et l'alimentation animale. Il faut bien voir que dans des zones de faible densité, de faible peuplement, plus vous avez d'élevage, plus vous avez de demandes sur les productions agricoles, et plus vous stabilisez la demande, et plus vous stabilisez là aussi,
dans des contextes où vous avez des terres relativement disponibles, plus vous stabilisez la génération de revenus pour les populations. Donc ce mythe-là d'une agriculture en silo, totalement isolée, monoculture et quasiment monomaniaque, est faux en Afrique. Et l'Afrique a déjà une agriculture diversifiée, en voie de diversification. Les marchés les marchés locaux sont d'importance extrêmement forte, d'abord pour pallier aux difficultés d'exportation franche, pour ramener l'autonomie nationale, et puis surtout parce que ce sont ces marchés locaux qui vont créer une dynamique d'emploi, qui vont créer tout un tas de services et une économie rurale, pas une économie uniquement agricole d'élevage, mais une économie rurale de services et de transport et de mise en marché autour de ces productions. Et dernier mythe sur l'emploi, est-ce qu'il faut de la mécanisation dans la révolution verte en Afrique? Je le pense. Est-ce que la mécanisation va détruire des emplois? Je pense que non, à l'inverse. Toujours dans cette dynamique de stabilisation des revenus, parce que finalement ce qui est compliqué pour un petit paysan, c'est la soudure, c'est les moments où il n'y a rien, c'est une petite mécanisation légère, aidée bien sûr par l'État, aidée par les bailleurs, aidée par les investisseurs, et ça on reviendra tout à l'heure sur quel type d'investissement dont je ne vais pas m'étaler ici. Une agriculture un tout petit peu mécanisée aide là aussi à absorber certains pics de travail, certaines charges de travail à certains moments, aidant par là même à mettre en valeur des surfaces plus grandes qui, le reste de l'année, demandent plus de bras, et donc, toute chose égale, par ailleurs, créer plus d'emplois. Donc moi je crois, pour faire simple, que l'agriculture ou les agricultures africaines sont en train de se moderniser, de s'intégrer, de se diversifier, et d'inventer une révolution verte sur un modèle nouveau, sur un modèle africain, qui sera différent de la révolution verte chinoise et de la révolution verte indienne par construction et par spécificité de l'Afrique. Il y a aussi un troisième défi qui est celui de l'emploi des jeunes. On estime que 10 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année. Dans quelle mesure cette agriculture modernisée peut absorber une partie de cette jeunesse, et en quoi le modèle agricole, qui, si j'ai bien compris, ne sera pas un modèle intensif européen ou asiatique, mais qui sera une voie médiane où il y aura une économie d'eau, d'intrants. Cette voie médiane, est-ce qu'elle peut répondre donc à ce triple défi des rendements, de la qualité des sols et de l'emploi dans les campagnes? En fait, la question de l'emploi, c'est aussi la question de l'attractivité du métier d'agriculteur pour des jeunes. Et ça rejoint un petit peu le sujet de la mécanisation, vous allez voir. Parce que, comme je le disais, quand vous visitez la vallée du fleuve Sénégal, pour y rester, vous voyez qu'il y a des espaces qui pourraient être plus cultivés. Mais si vous n'avez pas les moyens d'acquérir ou de louer du matériel qui vous permet d'aller vite, de labourer, de récolter, etc., vous allez le faire à la main. Donc si vous le faites à la main, vous restez forcément dans l'ordre de 1 hectare par actif, un demi-hectare par actif agricole, c'est-à-dire que vous avez une trop petite surface pour pouvoir dégager un revenu suffisant pour avoir un niveau de vie décent, on va dire, qui fait que les jeunes restent. Donc, la question pour les jeunes, c'est à la fois l'acquérir le foncier, c'est-à-dire de pouvoir s'installer, et de bénéficier de soutien pour permettant de s'installer dans des conditions, donc avec des surfaces, avec un niveau de productivité suffisant pour dégager un revenu. Voilà, c'est une équation assez compliquée. Alors dans certains cas, on peut, rien que sur une surface donnée, intensifier, améliorer les revenus, mais ça, on plafonne assez vite. Et donc, le gros défi de l'Afrique me paraît être d'aider des jeunes à créer de nouvelles exploitations agricoles. Et donc ça renvoie
à une politique d'installation des jeunes agriculteurs qui, évidemment, se heurte à la disponibilité du foncier, et sur pas tant la disponibilité du foncier que de la volonté de ceux qui sont détenteurs des droits sur le foncier de les céder à des jeunes agriculteurs, et deuxièmement, ensuite, d'accompagner ces jeunes agriculteurs. C'est-à-dire d'être vraiment dans ce qui a été un des piliers de la politique agricole française des années 60, c'est l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs. Cependant, dans un contexte qui n'a rien à voir, puisque nous, on était dans une déprise agricole, alors que là, il s'agit de faire... On est dans des contextes souvent où on peut faire de la conquête agricole. On peut étendre les surfaces cultivées, on peut étendre les cycles. Donc c'est un package assez compliqué que peu de ministres de l'agriculture africains sont en mesure d'offrir. Parce qu'il y a la question foncière qui leur échappe totalement, c'est les communautés qui ont à gérer ça. Enfin, elle leur échappe totalement, sauf quand ils commencent à s'en mêler, à vouloir donner dans des espaces où il faudra installer des jeunes, des milliers d'hectares à des investisseurs, on y viendra. Et ensuite, il faut que le crédit agricole soit là, et ensuite, il faut un système de conseil agricole suffisant. C'est ces packages-là que très peu de politiques agricoles africaines ont mis en place. Il y a quand même deux bons exemples, à mon avis. Je pense qu'au Maroc, on est dans cette logique-là, et au Cameroun, aujourd'hui. Alors, on est dans une logique d'accompagnement, formation, accompagnement, aide à l'installation des jeunes au Cameroun, sans que l'État se mêle de la question foncière qui est réglée au niveau des communautés. Et l'étage qui manque, en tout cas dans un pays comme le Cameroun, c'est l'aspect mécanisation, qui renvoie encore une fois à crédit et souvent à des organisations collectives de type coopérative d'utilisation de matériel agricole ou développement d'entreprises de services, prestataires de services, peut-être plus, parce que notre vision du tout coopératif est quand même un peu franco-centrée, mais voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord que les voies d'attraction et de stabilisation des jeunes dans l'agriculture, ça va passer probablement par l'installation de ces jeunes dans des nouvelles exploitations, en valorisant ces marges de manœuvre qu'il y a au niveau de l'espace. Effectivement, dans beaucoup pas dans tous les pays, on a vu que c'est très variable, dans certains pays, effectivement, donc il va permettre à ces jeunes de pouvoir s'installer. La mécanisation, je pense que c'est un bon exemple quand je disais tout à l'heure, d'utiliser de façon rationnelle des intrants externes. La mécanisation fait partie effectivement des intrants issus de l'industrie qui peuvent permettre d'améliorer les performances de la production agricole. Et elle est liée essentiellement à l'amélioration de la productivité du travail. C'est-à-dire, grosso modo, la mécanisation, qu'elle soit animale ou qu'elle soit motorisée, va permettre à un seul individu ou à un individu qui va produire d'être plus efficace en termes de production. Généralement, elle ne se traduit pas tellement par l'amélioration des rendements, mais par contre, elle s'améliore par une amélioration des performances de l'intervention de l'individu dans ce processus de production. Et en Afrique, les quelques exemples qu'on a, ça se traduit non pas par l'amélioration des rendements, je le disais, mais plutôt par une augmentation des surfaces. Donc ça ouvre des possibilités, effectivement, de mise à valeur de milieu sur des surfaces qui sont économiquement viables pour une famille, par exemple, donc avec des exercices économiques, du travail produit qui est beaucoup plus performant. Donc il y a des pays, et là ça veut dire, ça renvoie à la mécanisation, sa bonne utilisation, ça renvoie à Jean-Luc, c'est comment on la met en place finalement pour que ça fonctionne. Et quand on regarde un certain nombre d'exemples où il y a eu des exemples un peu efficaces dans ce domaine-là, par exemple de la Zambie par exemple, il y a eu tout un programme d'aide à la mécanisation, où une bonne articulation du crédit avec des producteurs entrepreneuriaux qui faisaient de la prestation de services avec leur tracteur. Donc un deal entre au niveau du crédit, un appui pour acheter un tracteur avec un certain nombre d'éléments techniques pour mettre en valeur, pour semer du maïs en l'occurrence. Une prestation de service, donc il y a un contrat effectivement, donc la personne peut acheter le tracteur à droit au crédit, à condition qu'elle prête service à l'ensemble des producteurs aux alentours. Cette prestation de service est rémunérée par les gens qui en bénéficient. Et avec cet argent, le producteur peut rembourser le crédit de son tracteur. Résultat de l'opération,
une augmentation du parc de tracteurs qui a été multiplié par 10 en quelques années, une augmentation des surfaces emblavées en maïs dans toute la Zambie et une production de maïs qui a explosé au niveau du pays et qui maintenant permet à la Zambie d'exporter du maïs sur l'ensemble de la région, dans les pays environnants, sachant que le maïs est une culture alimentaire très importante dans cette région. Donc voilà l'exemple qui illustre bien ce que disait Jean-Luc, c'est-à-dire que quand plus en agriculture de conservation, c'est-à-dire plus avec un schéma de réflexion sur une gestion des sols. Donc on est dans ce schéma vertueux, effectivement, de comment on arrive à produire, parce que le travail du sol peut être un élément très destructeur au niveau de la fertilité des sols dans le contexte africain, le milieu tropical. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le milieu tropical a des caractéristiques qui fait que maintenir la production dans la durée est plus compliqué parce que les facteurs de dégradation du milieu naturel, quand on va écarter l'écosystème naturel qui est en place naturellement et qu'on va essayer de le modifier pour faire de l'agriculture, on va simplifier, on va exposer les sols aux intempéries très fortes dans ces milieux tropicaux, très violentes, donc les pluies qui vont avoir tendance à créer beaucoup d'érosion, beaucoup de dégradation de ces qualités de ces sols. Et là, c'est un programme qui était basé sur des principes de réduction du travail du sol. C'est pas parce qu'on mécanise qu'on intensifie le travail du sol. La tractorisation a permis d'emblaver des surfaces beaucoup plus importantes, mais avec des méthodes de gestion du sol qui ne travaillaient pas profondément le sol et qui permettaient donc de conserver ces caractéristiques et la qualité de la fertilité de ces sols. Donc voilà un exemple où on est bien dans ce triple défi, augmenter la production, maintenir la qualité des sols et donc la productivité, tout en améliorant et donc les performances économiques de ces systèmes. Cette mécanisation ne se heurte-t-elle pas à la taille des exploitations africaines qui sont pour l'instant assez, donc 2 hectares en moyenne? Faut-il donc aller vers des exploitations de 10 hectares ou, voilà, pour pouvoir passer à une nouvelle étape? Oui, vous nous ramenez sur la question du foncier, donc de l'emploi, la question précédente, je peux répondre à ça aussi. Je vais reprendre la même logique que celle qu'a adoptée Jean-Luc François, c'est-à-dire que la création d'emplois est liée à 2 ressorts, à l'inventivité et l'innovation sur le foncier, et puis un petit peu la modernisation du financement. Alors sur le foncier, je parle sous le contrôle de mon grand frère, député du Sénégal, Amadou Lamine Diallo, qui nous a rejoint. Il y a un grand débat sur le foncier en ce moment au Sénégal. Il est plus savant que moi, mais on ouvrira les échanges après. Le foncier, il n'y a pas nécessairement une acceptation en Afrique sur la propriété privée. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y en a pas nécessairement besoin d'une propriété privée du sol. Je m'explique. On a dit que pour les besoins de l'Afrique, il y a encore une large disponibilité de terre. Pour autant, aujourd'hui, beaucoup de terres sont bloquées par des statuts du foncier qui sont des statuts, non pas traditionnels, ça ne veut rien dire, mais des statuts de propriété qui sont liés aux familles, etc. Donc il faut trouver en effet les bons schémas pour que des familles puissent mettre à disposition d'exploitants et donc, comme disait Jean-Luc François, permettre à de jeunes exploitants, de jeunes entrepreneurs de venir à l'agriculture. Et je pense que la clé, c'est pendant un certain temps. C'est-à-dire que vous pouvez vous lancer dans une exploitation agricole si vous avez une certaine visibilité. Vous n'avez pas besoin d'avoir une visibilité à vie, une propriété à vie que vous allez transmettre à vos enfants, etc. Ceci étant dit, du coup, il y a compatibilité totale entre divers modes d'exploitation, entre l'exploitation vivrière, familiale, à condition, comme je le disais tout à l'heure, qu'elle se diversifie et qu'elle soit aidée par du microcrédit, de la microfinance, qui finance des intrants, qui finance un accès à l'eau, etc. Vous pouvez avoir des mises en exploitation sur lesquelles le foncier serait mis à disposition par une garantie de l'État auprès des familles dont je parlais, par exemple, et auprès des propriétaires traditionnels de la terre, mise à disposition de ces terres-là garanties par l'État à de l'agribusiness, à de l'agro-industrie,
étant entendu que cette agro-industrie aussi doit se conformer à un modèle de diversification des plantations et puis de recherche de marchés locaux. Mais vous avez, je prends un exemple qui nous amène directement au financement, vous avez un certain nombre de fonds de ce qu'on appelle le private equity aujourd'hui, c'est-à-dire, sans terme barbare, des fonds qui cherchent à accompagner des entrepreneurs pendant un certain temps, 5 ans, 7 ans, à valoriser les actifs de ces entrepreneurs et dont l'intérêt de ces fonds étant de sortir au bout de 5 ans, 7 ans, et ils peuvent sortir ces fonds si d'autres actionnaires plus locaux, plus nationaux rentrent, et donc si entre-temps ils ont créé de la valeur. Bon. Ce genre de fonds de private equity est aujourd'hui intéressé à venir investir dans l'agriculture en Afrique. Pourquoi? Parce que simplement ils créent cette valeur en travaillant sur les chaînes logistiques en amont de la filière, sourcing des intrants, sourcing des intrants en amont, et en aval, mise en place de circuits de distribution locaux, nationaux, de transformation locale, et donc là aussi de création d'emplois. Donc vous voyez que le foncier est lié, vous pouvez sécuriser différemment par différentes tailles de foncier, donc ça peut être du 10 hectares, ça peut être du 100 hectares, ça peut être moins. Je rappelle que la taille moyenne d'une exploitation en Inde, c'est un demi-hectare. Et il y a eu une révolution verte. En Chine, la taille moyenne, alors là je parle sous le contrôle de Mohamed Souad de l'OCP, c'est un tiers d'hectare. Et il y a quand même eu une révolution verte. Alors, ils utilisent trop d'azote et Mohamed nous dirait qu'il faut qu'ils utilisent plus de phosphate, mais ça c'est autre chose. Donc ce n'est pas une question de taille moyenne, c'est une question de bonne adaptation locale des tailles en fonction des types de sol, en fonction des types de cultures et en fonction de la densité d'emploi qu'il faut créer, à mon avis. Je termine rapidement sur le financement. Il ne faut pas oublier que l'agriculture, c'est capital intensif. L'industrie, c'est capital intensif, tout le monde s'en doute. L'agriculture, c'est traditionnel. Eh bien non, l'agriculture, ce n'est pas traditionnel. Une agriculture moderne, créatrice d'emplois, demande du capital, demande des investissements. Aujourd'hui, le monde déborde d'investissements. Le problème est autre chose. Le problème est d'avoir des financements adaptés à l'agriculture. Je prends un dernier exemple. Lorsque vous plantez, lorsque vous avez une plantation fruitière, si vous voulez, vous avez les premiers fruits qui arrivent au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, selon les types de fruits. Pendant les 5 premières années, à votre bilan comptable, le banquier vous dit votre bilan vaut rien, parce que vous n'avez pas de fruits, vous n'avez pas de... Voilà. Donc il faut un capital plus lent, un capital plus patient, et il faut une forme de bancarisation, peut-être aidée par l'État, peut-être pas aidée par l'État, j'en sais rien, mais qui ait cette patience d'attendre et de créer ces emplois pendant 5 ans pour avoir des revenus au bout de 5 ans. Puisque tu as abordé la question, l'arrivée des fonds de pension et le rachat massif de terres que l'on constate, par exemple au Soudan, en Éthiopie, de la part de fonds souverains, saoudiens, coréens, etc. Est-ce que ça peut être une chance pour l'Afrique, ou c'est une concurrence qui va impacter les petits paysans africains? Est-ce que cette double agriculture peut être intéressante, messieurs? Merci. Dès qu'on parle de secteur privé d'investissement en agriculture, il y a beaucoup de confusion. Si on regarde comment est organisée l'agriculture européenne aujourd'hui, les investissements privés industriels sont industriels. Ils sont dans l'industrie, ils sont dans la transformation. Cette fameuse filière oléoprotéagineux française qui s'appelle Sophie Protéol, ils ont des usines, ils n'ont pas un champ, rien. Et ils rendent grand service aux agriculteurs. Et ils ont grand besoin des agriculteurs, sinon leurs usines seraient vides. Donc moi, je prétends que s'il doit y avoir de l'investissement, des capitaux étrangers, de l'industrialisation, c'est dans les usines, c'est pas dans le foncier. C'est pas dans le foncier parce que créer de l'inégalité foncière, c'est créer les crises politiques de demain. Regardez la situation de l'Afrique du Sud. Ce pays est dans un traquenard politique qui n'arrive pas à liquider l'apartheid. Le Zimbabwe y est arrivé peut-être avec quelques difficultés. Donc, dans des contextes, alors même si on peut avoir l'impression qu'il y a de la place
et que donc prendre 5000 hectares ici, je vous signale, je reprends, qui connaît la surface du vignoble, la superficie de l'ensemble du vignoble beaujolais? C'est 22 000 hectares. Vous avez des gens en Éthiopie qui ont 100 000 hectares, c'est-à-dire l'équivalent du parc national des Cévennes, 5 fois le vignoble beaujolais. Comment pouvez-vous imaginer qu'une entreprise puisse faire des choses bien sur des espaces pareils? Il est hors de question, pour moi en tout cas, de donner des droits de type propriété ou de type bail amphithéotique, qui veut dire en gros je fais ce que je veux pendant 90 ans sur des espaces pareils. Enfin, on est sûr de préparer la guerre. Dans un pays qui s'appelle l'Éthiopie, où vous avez par ailleurs des zones hyper densément peuplées, où les gens sont sur un demi-hectare, qu'on soutient parce qu'ils n'arrivent pas à produire plus de 60% de la consommation, etc. Donc, la bonne politique en Éthiopie, elle a été essayée très maladroitement, même catastrophiquement, par des régimes précédents qui étaient d'aider les paysans des hautes terres éthiopiennes de l'Est à descendre dans les plaines. Ça n'a pas très bien marché, dit-on. Moi, je suis allé voir, il y a des succès. Hein, même sous le fameux régime du Derg, ce tyran Mengistu, j'ai vu 3 villages. Je peux vous assurer que les gens sont beaucoup mieux là où ils sont dans l'ouest éthiopien que n'étaient leurs parents. Et par ailleurs, il y a un mouvement migratoire spontané des hauts plateaux éthiopiens qui, par des accords avec les communautés pasteurs, qui sont les ayants droit historiques immémoriaux, arrivent à créer de très belles exploitations de 20 à 50 hectares, polyculture élevage. Donc l'option que prennent certains pays de donner des surfaces démesurées, c'est juste préparer, gâter votre nom, si je puis dire, pour l'avenir, parce que vous préparez la guerre. Bon, vous préparez le conflit. Parce qu'il y a d'autres solutions. Revenons dans la vallée du fleuve Sénégal. Moi, je suis surpris, c'est un collègue de Eric qui a fait une analyse de trajectoire d'exploitation familiale, qui ne sont pas petites, qui ne sont pas d'autosubsistance, qui sont des vraies exploitations familiales intégrées au marché. Eh bien, dans une génération, vous avez des gens qui passent de 5 hectares à 150 hectares. Hyper performants. Parce qu'en effet, ils ont eu accès au foncier du fait de leur insertion dans la communauté, du fait des droits sur la terre, de leur lignage, etc. Mais c'est ça l'avenir. Il n'y a pas d'autre avenir. Alors évidemment, on peut imaginer et alors les fonds d'investissement, ils se trompent totalement dès lors qu'ils disent « je fais le foncier ». En France, sachons quand même que 70% de la surface agricole utile, c'est pas de la propriété, hein, c'est du faire-valoir indirect, c'est de la location. Donc ça permet, c'est quelque chose qu'on considère mal, qui est mal régulé, qui est mal considéré par les gouvernements, mais qui est extrêmement développé, qui s'appelle le faire-valoir indirect, c'est-à-dire que des ayants droit lignagés, coutumiers, donnent en location, selon des formes de baux extrêmement variées pour tenir compte des problématiques que vous évoquez du délai de retour sur investissement, toutes les stratégies de planter partagé dans l'EVA, le cacao, le palmier à huile en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est juste une façon de traiter cette question de la durée de retour sur investissement. Donc bon, en clair, je vais être un peu catégorique, même si évidemment on peut trouver des exceptions, hein, mais l'acquisition de terres à grande échelle n'est pas un bon scénario. Alors, il peut y avoir nous nous sommes fixés comme règle à l'Agence française de développement de ne pas financer ce genre d'opération. Et quand, puisque nous avons eu une demande précise, claire de le faire avec une entreprise avec laquelle nous avions des relations depuis 20 ans, justement en finançant des plantations à retour différé, qui finançait des petits planteurs. Elle nous a dit « je veux me développer dans une autre zone pour apporter un minimum immédiat, assez rapidement, sécuriser une partie de mon approvisionnement, je voudrais être sur 5000 hectares. Nous avons négocié avec les communautés, aidez-nous à acheter ces 5000 hectares et à développer l'usine qui va avec. Nous avons fait faire une expertise indépendante, extérieure, par une ONG, un think tank britannique, et qui nous a dit oui, c'est possible. Donc nous y sommes allés, mais c'est l'exception exceptionnelle, parce que par ailleurs, nous savons que cette entreprise, à côté de ces 5000 hectares, va aider 25 000 hectares sous forme de petites plantations de 5 hectares. Voilà.
Je vais rebondir là-dessus, effectivement, parce que je pense que dans ces questions de comment on doit traiter l'investissement privé dans le contexte africain, je crois qu'il y a le où, le combien et le comment. Grosso modo, c'est le où, effectivement, bien sûr, l'accès. On comprend que ces investisseurs, quelque part, ils viennent faire des investissements locaux et donc ils veulent garantir, par exemple, une certaine production par rapport aux investissements des infrastructures qu'ils vont mettre en place, que ce soit des infrastructures de stockage et de gestion de production de grains, que ce soit des entités de transformation locale, etc. Ils ont quand même la préoccupation d'assurer un volume de production, un accès à cette production qui va rentabiliser à minima leur investissement sur les infrastructures qu'ils vont mettre en place. Donc après, se décline les trois questions dont je disais, le où, le combien et le comment. Le où, c'est effectivement, ça n'est envisageable si on veut éviter les conflits dont parlait Jean-Luc, que dans des endroits où il n'y a pas une pression sur le foncier qui soit trop importante, parce que sinon, effectivement, on rentre dans des conflits d'utilisation de l'espace, donc par rapport aux populations locales déjà installées, qui seront très difficiles à gérer. Le combien, c'est est-ce qu'on a besoin de rentrer dans la démesure, effectivement, donc des investisseurs qui vont s'accaparer 100 000 hectares, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut gérer efficacement 100 000 hectares de façon donc même économiquement viable, que ce soit structuré, organisé pour que ce soit fonctionnel, ça semble complètement impensable. Donc ça veut dire que le combien, on est plus effectivement peut-être dans des surfaces autour de 5 000 hectares, 8 000 hectares, qui vont permettre de créer un bassin d'alimentation pour les infrastructures qui ne soit pas trop en compétition justement sur le foncier par rapport aux autres populations. Et le comment, là je rebondis un petit peu sur l'histoire de diversification dont on parlait tout à l'heure. Donc la diversification et le modèle, le modèle qu'on peut créer avec ces investisseurs sur l'appui au développement des communautés locales. Donc c'est ça qui peut-être qui doit être travaillé avec ces investisseurs. Donc le modèle, c'est de se dire, on est sur comme l'exemple dont tu as parlé. Si je viens investir, mais qu'en contrepartie, donc dans mon bassin d'approvisionnement, je m'investis sur l'amélioration de la production d'une communauté, une population rurale, et moi, en tant qu'investisseur privé, je vais accompagner ces producteurs parce que c'est de mon intérêt que la production autour de ces produits-là soit plus importante parce que ça va contribuer au volume qui vont rentabiliser mes investissements. On est dans des modèles qui peuvent devenir vertueux quelque part, selon comment on les développe avec eux, dans leur rôle d'entraînement et de modèles techniques qu'ils peuvent apporter par rapport à ces populations. Et donc la diversification, tout à l'heure on a parlé de la diversification par rapport à la sécurité de la production, face à l'aléa, etc. Mais elle est aussi par rapport à ce que je disais moi tout à l'heure, c'est-à-dire les effets pervers finalement de la révolution verte telle qu'elle était conçue, avec une très pauvre diversité d'espèces utilisées, et in fine qui contribue à tous ces effets pervers de dégradation de la fertilité, de dégradation de la biodiversité, de perte des fonctions écologiques des systèmes, etc. Et c'est par la diversification qu'on peut, jouer sur une gestion du risque, effectivement, une diversité des produits que les producteurs vont pouvoir, auxquels ils vont pouvoir se référer et donc desquels ils vont pouvoir tirer un revenu ou une alimentation, et deux, faire que les systèmes, dans cette diversification, soient plus efficaces. C'est-à-dire qu'effectivement, plus on aura de différentes espèces cultivées dans les mêmes espaces, en rotation ou même en association, et plus finalement, on aura des systèmes efficaces dans la gestion des ressources naturelles sur lesquelles ils sont mis en culture. Et ces grands groupes qui viennent investir en Afrique, ils vont se heurter aux mêmes difficultés de gestion des ressources. Et eux-mêmes être confrontés à comment moi, gros industriel, avec des moyens, sur 5 000 hectares, je maintiens ma productivité, comment je ne dégrade pas mes sols, etc. Donc eux-mêmes, ils ont tout un travail à casser, on va dire, un certain nombre de schémas classiques d'intensification, et travailler pour eux, mais aussi en relation avec les populations locales, pour que l'ensemble de cette production soit la plus efficace possible. Donc je crois qu'on peut rentrer dans des modèles vertueux dans ces Oui, moi vous voyez, on parle de superficies qui vont d'un 1000 hectares à 100 000 en passant par 3, par 10 et par 5 000. Donc je crois qu'il faut être précis. Là, évidemment, on aborde beaucoup de sujets en trop peu de temps. Mais donc, pour être très clair, moi aussi, je pense qu'il faut être plus que prudent, il faut être strict sur les fonds privés, publics
extérieurs étrangers qui viendraient dans l'accès à la terre. Je reprécise du coup ce que j'ai dit avant sur les fonds, et en particulier les fonds de private equity. Pour moi, ils ont deux avantages. Premièrement, ils n'ont qu'une idée, c'est de repartir au bout de 5 à 7 ans. Donc, ne pas créer des conflits larvés, enquistés, etc. Deuxièmement, la plupart de ces fonds, et je pense que c'est ça en effet le modèle vertueux, viennent accompagner l'industrialisation, la transformation et la mise en valeur à l'aval, tout en aidant un petit peu sur le sourcing, je l'ai dit, par les contacts internationaux, d'entrepreneurs ou d'agriculteurs déjà implantés, ayant déjà des projets relativement mûrs, relativement avancés. Et je pense que ça, en effet, c'est très vertueux. Donc, je reviens du coup sur la question un petit peu du lien entre financement et propriété. Il y a une troisième voie entre l'exploitation agribusiness, plutôt par des locaux, et l'exploitation familiale, c'est les exploitations collectives. C'est une voie qui est tentée par quelques pays. C'est une voie qui a fonctionné dans plusieurs agricultures dans le monde, qui peut avoir là aussi des modes de financement qui soient aidés par l'État, les agences nationales, soit aidés par l'aide publique au développement dans certaines phases bien précises, parce qu'il ne faut pas que ça dépende, je pense, et que ça crée une rente. Et donc là aussi, on peut inventer des modèles relativement hybrides, relativement nouveaux. Et pour être très très clair là-dessus, je voudrais terminer en disant que bien souvent, lorsque vous voyez des fonds étrangers qui arrivent pour préempter des surfaces importantes, d'abord ça n'est pas si fréquent. Je voudrais quand même un peu dédramatiser ce sujet. Notre collègue Jean-Jacques Gabas a travaillé là-dessus. Évidemment, ça monte, il y en a de plus en plus, etc. Mais ça reste encore très marginal, heureusement. Mais dans la plupart des cas, c'est un problème d'élite. Nous avions hier une table ronde sur la vision économique des élites africaines. Vous avez des élites visionnaires en Afrique. Vous avez encore une partie des élites qui sont des élites rentières. Et très souvent, lorsqu'il y a une accaparation de terres de type accaparation, c'est qu'un potentat local a voulu se créer une rente facilement, en effet, en se souciant pas de créer un bombardement à long terme. Mais ça, heureusement, c'est assez rare, et en effet, c'est pas du tout ce qu'il faut favoriser dans un contexte où les agricultures africaines ont aujourd'hui le potentiel de se réinventer, de se rediversifier et de se brancher à différents niveaux d'économie, de l'économie locale, régionale, nationale et internationale. Avant de donner la parole à la salle, j'aimerais aborder le quatrième thème, l'impact des changements climatiques sur l'agriculture africaine. Donc, à peine émergente, elle risque d'être confrontée à cette menace. Quelle réponse possible? Que nous dit l'agronomie ou l'agroécologie? Les semences tolérantes à la sécheresse, des rotations culturales. Comment appréhendez-vous cette question? Bon, effectivement, par rapport au changement climatique, encore une fois, il y a une grande diversité de situations sur le continent africain. Ça va se décliner de façon très diversifiée, en fonction des endroits. On voit bien qu'il y a des gros enjeux sur des régions où déjà, on va dire, la ressource pluviométrique est relativement soit irrégulière, soit déjà limitée. Et en particulier, toute la frange sud-sahélienne, effectivement, on va, sans que il y ait des modèles assez contracteurs au niveau de l'évolution du climat, excusez-moi. Ceci dit, donc il y a un premier défi de savoir quels vont être les modèles d'évolution du climat. Ça, c'est un premier champ pour lequel la recherche essaie de prospecter pour essayer de prévoir et d'essayer de prévenir effectivement cette variabilité climatique. Donc avec à la fois un impact au niveau des températures, au niveau de la ressource en eau, qui va être quand même le facteur limitant dans le cours de ces régions. Et face à ça, donc le gros défi pour la recherche face à cet aspect-là, cet enjeu, c'est quand même quelles sont les voies d'adaptation de l'agriculture, notamment dans les régions sud-sahéliennes. Et les voies d'adaptation, effectivement, elles peuvent être assez diverses, mais donc comment pallier, on va dire, un contexte dans lequel une situation déjà relativement aléatoire au niveau climatique va devenir peut-être encore plus aléatoire et en plus restreinte dans sa ressource en moyenne. Donc les facteurs d'adaptation, c'est on va dire travailler, on en a parlé un petit peu, effectivement, déjà c'est cité,
essayer de voir qu'est-ce que la génétique peut nous amener, c'est-à-dire grosso modo, on parlait tout à l'heure de la diversité, il n'y a pas que de la recherche sur des cultures qui ont été importées sur le continent africain, il y a aussi de la recherche sur des cultures qui sont plus traditionnelles, sorgho, mil, donc pour donner des exemples, ou arachide, travailler donc, sur les voies génétiques donc, à des variétés qui sont moins sensibles donc, au manque d'eau, qui s'adaptent, qui sont plus tolérantes, plus flexibles, plus rustiques. Donc ça, c'est des premières voies. Travailler beaucoup sur le calage des cycles par rapport à ces schémas d'évolution. C'est là où on s'articule avec les études climatiques, c'est-à-dire essayer de prédire comment finalement les cycles pluviaux vont changer dans ces régions-là et voir les marges de manœuvre qu'on va pouvoir avoir dans le calage de ces cycles par rapport à ces fenêtres de pluviométrie. Et puis après, il y a la gestion de la ressource pluviométrique. Parce qu'en fait, quand il pleut, toute l'eau n'est pas disponible pour la culture. Donc, surtout en climat tropical, avec une forte intensité de pluie, une bonne partie de l'eau ne va pas rentrer dans le sol. On voit bien le ruissellement, l'eau qui court, qui va être la cause de l'érosion de la fertilité. Mais aussi va être autant d'eau qui est perdue en termes de potentiel pour les plantes qui n'ont pas à disposition dans le sol. Donc après, il y a tout un travail sur comment on peut mieux capter cette eau, comment on peut mieux la stocker au niveau des sols, qu'elle soit disponible pour les cultures et non pas partir directement dans la rivière avec tous les sédiments et tous les éléments fertiles. Je dirais quelques voies sur lesquelles on essaie de travailler de façon générale. L'agroécologie là-dedans, elle contribue donc par la diversification aussi, donc ça c'est le dernier point, essayer de jouer sur ce risque, c'est-à-dire grosso modo une culture de cycle plus long, effectivement, qui sur une année particulière ne va pas bien se réaliser parce que cette année-là le cycle aura été plus court. Diversifier avec une autre culture de cycle plus court, qui elle-même aura un potentiel de production moins élevé, mais qui va donc in fine donner une meilleure production parce qu'elle sera plus adaptée à la pluviométrie qui aura été mise en place. Donc la diversification et donc ces voies plus autour de l'agroécologie, autour de la diversification, donnent des éléments un peu de stabilité par justement une gestion plus diversifiée de ce risque pluviométrique. Je peux dire un mot. L'Afrique était le continent qui est le moins émetteur historiquement. Donc c'est un continent qui n'émet pas du fait pas d'industrialisation, pas de déforestation. Donc l'Afrique est victime du réchauffement climatique produit par d'autres. Ensuite, dans l'agenda climat, l'Afrique, elle revendique à juste titre d'abord la possibilité d'émettre plus pour se développer, et ensuite de bénéficier de soutien pour s'adapter à un réchauffement climatique provoqué par d'autres. Et vraiment, en dernier, elle veut bien contribuer un petit peu à l'atténuation, et ça me semble très solide. Alors, l'avantage dans notre secteur, c'est qu'on a des solutions qui sont triplement gagnantes. C'est-à-dire que lorsque vous restaurez un paysage arboré des collines ou des montagnes du Tigré, c'est bon pour les agriculteurs qui y vivent. Vous faites des banquettes, vous plantez des arbres, vous facilitez l'infiltration. C'est bon pour les agriculteurs, c'est bon pour leur adaptation aux variabilités du climat et on remet un peu de carbone dans les sols et à la surface. Donc, et donc, il y a pas mal d'exemples aujourd'hui en Afrique de restauration de paysages à grande échelle. Donc le Tigray, au cours des 20 dernières années, avec un engagement politique très, très fort du gouvernement et des bailleurs de fonds, notamment les Allemands. Mais vous avez aussi un formidable exemple qui est la steppe Maasai en Tanzanie, où on a créé une espèce de bocage à partir d'une steppe. Et vous avez l'exemple du sud Niger, où dans des zones à forte densité de population, vous avez une restauration d'un parc arboré à Acacia albida, Féliarbia albida, et qui est absolument extraordinaire. Donc il est possible de faire des choses comme ça. On a des exemples nous-mêmes que nous avons financés d'aménagement de bassins versants à Madagascar, qui sont aussi... et l'Union africaine, qui a déjà pris des
des initiatives du type ceinture verte, si j'ai bien compris, va prendre une initiative restauration de 100 millions d'hectares. Avec un pays comme l'Éthiopie qui déjà, lui, on peut en apporter 20 millions d'hectares dans cette dynamique. Donc c'est faisable. Alors comment ça peut se faire? C'est ça la question. C'est comment ça peut se faire? En fait, la révolution agroécologique, elle ne va pas se faire à la ferme, dans une seule ferme. Ça suppose un accord à l'échelle du paysage, à l'échelle du bassin versant. Et donc il y a toute une dynamique de concertation, d'accord sur un projet commun, y compris la préservation, la défense des communs ou la restauration du commun qui peut se faire. C'est ce qui a été fait dans le Tigray avec des raisons, un contexte anthropo-politique particulier. C'est ce qui a pu être fait dans la steppe Maasai et ce qui est en cours au Bénin. Donc moi je pense que ça c'est une partie de la solution. Après, évidemment, on peut faire, comme je le disais, énormément de choses sur tout ce qui concerne la meilleure utilisation de l'eau agricole, avec toute la diversité des systèmes d'irrigation. Et puis, le gros avantage aussi de l'Afrique ou de sa diversité, c'est ça. Alors qu'on a perdu énormément de diversité agricole dans les pays de l'OCDE, on l'a encore énormément en Afrique. Oui, je crois que, à court terme, tout a été dit par Eric Skopel, diversification des cultures, des cycles de culture pour faire face au retard d'hivernage. Donc ici, moi, je voudrais simplement me contenter de témoigner. C'est effectivement, il y a eu un retard d'hivernage très sévère en 2014 au Sénégal. C'est ce qui a été mis en place et voilà, ça a relativement fonctionné. Après, en effet, à long terme, ça nécessite d'intégrer en amont ce genre de choses, d'éviter d'être dans l'urgence et dans la réactivité. Ça nécessite en effet que des communautés entières d'agriculteurs s'adaptent et mettent en œuvre en amont ce genre de choses. Voilà. Maintenant, à long terme, sur la recherche, moi, j'aime bien être optimiste, mais là, j'arrive pas à l'être. Parce que malgré tout, c'est vrai bien sûr qu'il y a déjà de la recherche agronomique sur des semences africaines. J'ai peut-être une vision naïve là-dessus, mais si je dis que, là c'est peut-être une question rapide pour Eric qui me dira oui ou non, si je dis que la recherche publique et la recherche publique africaine en particulier sur ces semences est en termes de montant, pas en termes de qualité des travaux, mais en termes de montant est dérisoire par rapport à la recherche privée américaine pour rendre des semences infertiles et au regard, est-ce que je me trompe vraiment? Non, effectivement, c'est pas les mêmes investissements. Et on est bien dans des secteurs, tu l'as dit, c'est du secteur privé face à du secteur public, avec des moyens qui sont mobilisables, qui sont incomparables, effectivement. Donc il y a quand même des gros défis par rapport à ça. On n'est pas. Moi, je voulais quand même garder une note d'optimisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement. Il n'y a pas rien, quoi. Il y a quand même une préoccupation, et de plus en plus, pour revenir pour une meilleure valorisation de cette diversité génétique, pour une meilleure valorisation des ressources locales disponibles, une meilleure caractérisation et une meilleure revalorisation. Ce qui est, à mon avis, effectivement encore beaucoup à travailler, c'est les moyens qu'il y a derrière, c'est effectivement les moyens qu'ont les services nationaux de recherche pour se mobiliser sur ces aspects-là. On parle de la génétique, mais il n'y a pas que la génétique, effectivement, il y a toute l'agronomie qui va derrière, il y a toute cette réflexion sur quel type de voies techniques, etc. Et c'est évident que les moyens alloués à la recherche publique dans la plupart des pays africains actuellement est dérisoire par rapport à ce qui a été investi dans les pays du Nord, hein, que ce soit dans la recherche publique ou que ce soit bien sûr dans la recherche privée. Donc ça, c'est un déséquilibre très fort. Mais il y a un problème très structurel, c'est que la révolution verte, elle a été portée par le business model de certaines compagnies. Alors que la transition écologique, l'intensification écologique, elle ne sera jamais portée par des entreprises. Elle doit être portée par une opinion, par une conviction, parce que c'est beaucoup des techniques sur lesquelles, désolé, beaucoup de firmes qui font... alors, peut-être en génétique, certaines compagnies sont en train d'y travailler, sans aller aux OGM, hein,
mais sont en train de réfléchir mais dans beaucoup d'autres domaines du phytosanitaire en particulier, où il faut réduire les volumes, évidemment, ça met en péril ces entreprises, mais on ne va pas pleurer pour elles. Je veux dire, les charbonnages ont été restructurés, etc. Mais ça pose un vrai problème d'engagement du public, de l'opinion, et d'engagement des puissances publiques pour produire des biens communs, quoi. Voilà, ça restera. Et donc, moi, je suis un peu pessimiste là-dessus, parce que compte tenu de la vitesse du réchauffement climatique, il faudrait faire un effort de recherche et d'innovation vraiment très, très, très considérable et très, très vite, quoi. Et on n'en prend pas le chemin, c'est vrai. Je vais donner la parole au public en travers les questions qui arrivent. Il y en a une, on y a un peu répondu, mais est-il possible d'augmenter la production agricole en Afrique sans l'utilisation de produits chimiques et d'intrants chimiques? Je vais demander également, est-ce que les savoirs traditionnels africains, le paillage des sols, le zaï, enfin des techniques traditionnelles, peuvent aussi être un élément de réponse à cette agriculture performante? Pour la deuxième question, effectivement, il y a toute une réflexion. Les savoirs traditionnels, comment je dirais ça, on est dans des pays où le contexte biophysique n'est pas forcément facile. Donc, on parlait du nord du Burkina, par exemple, effectivement. On est déjà dans des pays où la ressource pluviométrique est relativement limitée, les sols sont relativement dégradés aussi par la pression d'utilisation. Et qu'il y a un certain nombre de techniques traditionnelles, on parle le zaï par exemple, effectivement, c'est une technique très intéressante à la fois de concentration de la fertilité, de concentration de la ressource pluviométrique, comme on disait tout à l'heure, comment faire pour que cette pluie finalement reste dans le champ et ça n'aille pas à l'extérieur. Le zaï, c'est une technique où on va creuser des espèces de poquets physiques, des petits puits dans lesquels on va concentrer à la fois les semences et un petit peu de fumier et de fertilité à cet endroit-là pour que les graines qui vont pousser là et tout ce qu'elles aient besoin pour pousser dans de bonnes conditions, effectivement. Et donc l'eau, ces petits puits vont concentrer la pluie sur une surface beaucoup plus large, et donc concentrer un petit peu l'eau au pied des plantes qui sont cultivées. Donc c'est une des manières, on voit là, dans cet exemple qu'il peut y avoir donc, une coïncidence, une légitimité aux techniques traditionnelles qui ont été mises en place, qui ont toute leur pertinence par rapport au contexte dans lequel elles sont développées. La question qu'on peut se poser, c'est comment on va plus loin que ça, dans un contexte où, par exemple, le changement et l'aléa va être encore plus fort, et comment on renforce, par exemple, cette technique de zaï pour qu'elle soit encore plus efficace. Donc, par exemple, combiner du zaï et maintenir un certain paillage sur la surface, ça peut être une solution. Combiner du zaï, qui est une action physique, et essayer de contrôler par des diguettes plus régulières, etc., les grands flux au niveau des parcelles, c'est une autre solution. Grosso modo, on peut réfléchir, partir des cultures ou des pratiques traditionnelles et voir comment on peut essayer de les améliorer en collaboration directe avec les producteurs. Parce qu'un aspect dont on n'a pas parlé, mais effectivement qui est un gros défi, c'est que cette transition agroécologique, finalement, elle est beaucoup construite avec les producteurs qui sont les acteurs même de la production. Parce que quelque part, ces changements doivent doivent se construire en logique et en équation finalement avec les trajectoires dans lesquelles ces producteurs se retrouvent. Parce qu'ils sont soumis à l'apparition d'une nouvelle filière, parce qu'ils sont soumis à des conditions de marché qui vont changer, parce qu'ils sont soumis justement à des aléas qui leur sont imposés comme le changement climatique. Et que quelque part, on doit réfléchir avec eux à construire ces solutions. Et que plus encore que, on va dire, des changements techniques traditionnels liés à la révolution verte, des changements qui soient plus équilibrés autour de la diversification et de la mise en place de techniques agroécologiques, demandent cet accompagnement de proximité et de co-construction avec les producteurs. Oui, si je résume à ma sauce, Eric vient nous parler de la mécanique des sols. Il y avait une question sur la chimie des sols. Alors, je vous ai dit que j'y connaissais rien en agriculture, donc je me suis un peu renseigné. Et puis, il y a quand même quelques grands principes qu'on peut appliquer. Parmi lesquels le principe de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, si vous voulez, sur les intrants des engrais, NPK, la question c'est quand vous avez un cycle de culture, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Une plante va fixer dans la plante des intrants, donc va corrélativement appauvrir le sol. La question ensuite c'est
que deviennent ces éléments. Si la culture est d'exportation, on sait que ces éléments physiques, chimiques, etc. sont exportés. Bon. S'il y a une culture locale, s'il y a une utilisation locale, ça dépend. Si ça va dans l'élevage, une partie de ces intrants va, je passe le cycle du bovin ou des ovins, etc., mais une partie va revenir dans les excréments de l'élevage, et si c'est bien réintégré dans le sol, s'il y a un petit peu d'élevage intensif cette fois-ci, et non pas d'élevage extensif, on peut refertiliser les sols de manière naturelle. On peut aussi, lorsqu'on a une transformation sur place, l'un des autres avantages d'une transformation sur place, au-delà ça crée des emplois, là, ça industrialise, etc., c'est que du coup les déchets agricoles et donc la biomasse sous-produit reste sur place. Là aussi, si on la composte, si on la réutilise, on peut déjà réenrichir les sols. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir, si vous voulez, de vision, il ne faut ni avoir une vision on ne remplace que par la chimie. Il y a un ensemble de solutions à mettre en place, et à l'inverse, il n'y a pas à se dire non plus la chimie c'est terrible, c'est mal absolu. Une fois qu'on a mis en place des flux, identifié des flux matières, qu'on a mis en place de quoi, j'allais dire, avoir une agriculture raisonnable et raisonnée, les compléments viennent nécessairement par la chimie, et la chimie, donc les engrais de fabrication chimique viennent compléter la restitution des sols, la régénération des sols, ou le déplacement des sols vers un état d'équilibre plus optimal, qui permet là aussi d'avoir du rendement, et donc derrière de réengendrer aussi de la biomasse qui vient fertiliser les sols. Donc si vous voulez, on peut avoir un équilibre bas. Si on fait du tout chimie, on peut avoir un équilibre bas qui est un équilibre bas pour les sols et à terme pour les producteurs d'engrais qui en sont très conscients. Si on fait du tout bio, on peut aussi avoir un équilibre bas malheureusement parce qu'on n'aura jamais une reconstitution complète des sols. Si on fait un bon mix, on peut avoir un équilibre haut pour tout le monde. Donc il faut avoir un peu d'élevage, un peu d'agriculture, des rotations de culture. Bon, tout ça c'est une agriculture assez... c'est finalement des savoirs assez traditionnels. On revient à des choses qu'on a un peu perdues ici dans nos pays européens. Oui, lorsqu'on parle des intrants, en effet, énormément faut serrer les questions. Parce que même il y a les engrais, il y a les semences, il y a les fongicides, insecticides. Quand vous allez en élevage, vous avez les vaccins, vous avez les vermifuges, vous avez les antibiotiques, c'est pas du tout la même chose. Un vaccin, je vois pas le problème. C'est la meilleure prévention, etc. Sur les engrais, il faut distinguer l'azote, qui est en abondance et gratuit dans l'air. Donc évidemment, on a le choix soit d'utiliser de l'énergie pour le capter et faire durer, soit de demander aux plantes, celles qui savent le faire, de le capter gratuitement. Donc là, il y a une marge de progrès considérable qui est de réintroduire les légumineuses qui fixent cet azote dans tous les champs, dans toutes les rotations, dans tous les paysages. Donc l'exemple du sud Niger que je vous indiquais, c'est une partie du succès, c'est ça, c'est le Féderbia. Et ensuite, quand vous sur la potasse et le phosphate, c'est un peu plus subtil. Et donc en effet, et ensuite pour redémarrer des cycles dans des sols dégradés, etc., bien entendu, il faudra peut-être même aller chercher l'urée. Donc il faut du discernement, mais je crois que notre génération qui est consciente de tout ça, qui a toute la science qui permet de le faire, elle a la responsabilité d'être extrêmement fine, extrêmement précautionneuse. Pour moi, le seul vrai gros sujet, c'est tout ce qui est insecticide. Parce que là, on se rend compte qu'on a déclenché une espèce de cataclysme qui nous échappe, quoi. On a détruit des chaînes trophiques, et en plus, l'OMS commence, notamment le centre de Lyon, anticancéreux, commence à sortir des informations tout à fait inquiétantes sur une épidémiologie des maladies insidieuses qui se révèlent sur notre génération, puisqu'avant, de toute façon, personne ne l'utilisait. Donc bon, là, je pense qu'il y a un vrai problème, parce qu'en effet, les solutions de la lutte biologique contre les ravageurs, elles ne sont pas très disponibles toujours. Hein. Il y a un travail énorme à faire. Bon, c'est plus compliqué. Bon, ceci étant, il y a des signes d'espoir. Moi, j'étais à une conférence à l'OCDE il y a 15 jours, organisée par le ministre de l'Agriculture, M. Le Foll, où un agriculteur de l'Ohio
donc Middle West américain, nous a apporté la démonstration que lui, depuis 25 ans qu'il a décidé de passer à une agriculture bio, pratiquement, a fait une transition incroyable. Plus d'engrais, plus de pesticides, de très bons rendements. Et dans un système extrêmement sophistiqué d'association, de rotation, de couverture des sols, etc. Donc c'est possible, il y a des agriculteurs français qui le font. Il y a des agriculteurs du Cambodge qui en sont pas loin, avec des appuis du CIRAD. Donc bon, il y a du travail, de la recherche, mais alors, comme je le disais tout à l'heure, le problème c'est que cette recherche, il ne faut pas trop compter sur des firmes chimiques pour la financer, c'est clair. J'ai plusieurs questions de la salle. Peut-être pour Joël Bouillet. Dans quelle mesure la révolution verte peut-elle être un vecteur de développement? Une forte industrie agroalimentaire est-elle envisageable sur le territoire africain? Donc l'agriculture comme support à l'émergence africaine. Joël Bouillet, est-ce que c'est un bon avantage comparatif pour l'Afrique, l'agro-industrie? Oui, une forte industrie, faut qualifier un peu ce qu'on dit, mais je pense que moi je vais être très terre à terre là pour une fois. L'Afrique de l'Ouest produit un peu de tomates, et importe des boîtes de tomates concentrées. Voilà. Bon. Pourquoi pas? Les théories du commerce international nous laissent rêver en disant que c'est sans doute très très bon pour tout le monde. Moi je ne peux que constater qu'il y a aujourd'hui des entrepreneurs africains qui, à relativement grande échelle, sont en train de transformer la tomate locale en concentré de tomate pour créer un commerce qui est beaucoup plus intra-africain, qui est interpays africain, qui crée tout autant d'emplois, de chaînes logistiques, etc. Donc la réponse est oui. La réponse est on peut avoir en effet une industrialisation. Alors on en parlait hier au table ronde avec moi-même et Mme par industrialisation, il ne faut pas tout de suite aller imaginer les chaînes d'Airbus, de Boeing ou que sais-je. Une industrialisation, c'est aussi la création d'unités manufacturières, de transformation. Ce sont tous les services qui vont autour. Et l'émergence, c'est aussi ça. L'émergence, c'est, selon moi, la diversification. On peut discuter sur l'émergence, développement, etc. Mais c'est la diversification d'une économie. C'est sortir. C'est la même chose, je pense, pour l'ensemble de l'économie et puis pour l'ensemble de l'agriculture. C'est sortir de monomodèles, c'est sortir de monofilières, c'est sortir des fameuses spécialisations territoriales que les économistes aiment bien depuis quelques-uns d'entre eux au XIXe siècle ont présenté un modèle élégant, et dans un contexte très différent. Et donc oui, je crois qu'on peut créer des emplois, créer des nouvelles activités, fixer les savoir-faire aussi, traditionnels, pas traditionnels, je ne sais pas. J'ai une sénégalaise, Aïssa Dione, qui est une industrielle qui aime bien parler de soft industry. La soft industry, si vous voulez, ce serait un mariage de la manufacture, de la petite manufacture et des savoir-faire classiques, traditionnels si vous voulez, mais mis en place à une échelle un petit peu plus grande. Et bien dans l'agriculture, c'est possible. Je termine avec un exemple qui est l'exemple de l'Inde. Dans les années 70, l'une des conséquences de la révolution verte a été que des ateliers de petite mécanique se sont mis en place dans les campagnes, simplement pour réparer les tracteurs, etc. Des fonctions de service se sont mises en place pour, j'allais dire, acheminer les intrants, l'ensemble des intrants dont parlait Jean-Luc François. Et tout ça a créé des chaînes logistiques, etc., dont on constate 30 ans après, 40 ans après, qu'elles sont au centre de dynamique d'industrialisation de deuxième niveau, de deuxième rang, pour avoir des chaînes d'assemblage, etc., de ces mêmes équipements, tracteurs, etc. Donc oui, je crois qu'il y a des étapes, et je crois que je rappelle le chiffre de 70% d'une Afrique qui est rurale. Dans une Afrique qui est rurale, si on veut l'industrialiser, il faut aussi qu'il y ait des dynamiques rurales de constitution de produits-services et autour de la petite manufacture. Je crois que c'est possible. Oui, moi je partage tout à fait il y a des opportunités énormes d'industrialisation à partir de production agricole. D'ailleurs, l'Éthiopie, dont on parle beaucoup à cette table, connaît depuis 1992 à peu près une croissance de 7 à 10% par an. Et la théorie de croissance, c'est industrialisation tirée par l'agriculture. Bon, ça marche plus ou moins, mais enfin,
D'abord parce qu'il y a un marché africain, notamment urbain, parce qu'on a assez peu parlé de cette question de l'intérêt pour les agriculteurs d'avoir des clients dans les villes, hein, c'est-à-dire que le mouvement d'urbanisation du point de vue de l'agriculture présente pas mal d'avantages. Donc, et ensuite, il y a un marché mondial qui est demandeur. Hein. Mais d'abord sur le marché national, il y a des exemples aujourd'hui, même dans un produit qui n'est pas du tout alimentaire, qui s'appelle le chocolat, qui n'est pas alimentaire du point de vue du producteur africain. Vous avez aujourd'hui des usines qui s'installent à Abidjan ou à Accra pour faire des produits chocolatés pour le marché africain, y compris les chocolatiers français. Alors, cependant, on a un échec historique qui est la filière coton, qui s'arrête à la fibre, avec une exportation de fibres, malgré des tentatives de filature et en Côte d'Ivoire, au Mali, les Chinois ont aidé le gouvernement du Mali depuis très très longtemps. Et alors, il faut bien analyser les raisons pour lesquelles, alors qu'il y a un marché évidemment continental, mais aussi plus large sur le coton, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions, qui ne sont pas de faire plus de dépenses publiques. Il y a un problème de coût de l'énergie, très certainement sur le continent africain. Alors ça échappe complètement à l'agriculture, mais je le dis parce qu'on ne peut pas faire porter les inefficiences de certaines filières au sol responsable de l'agro-business ou du secteur agricole. Il y a aussi des problèmes du côté de l'énergie, souvent. Est-ce que l'agriculture peut générer une énergie verte intéressante, biogaz ou les résidus agricoles? Est-ce que c'est une voie intéressante? Oui. Les Anglais disent de l'agriculture, c'est food, fuel and fiber. Donc, de tout temps, les agriculteurs ont produit de l'énergie. Lorsque tous les transports français se faisaient avec des bœufs et des chevaux, tout ça a été nourri par des agriculteurs. Donc, il ne faut pas perdre des opportunités de penser au biocarburant raisonnablement. La question du biocarburant, déjà, c'est une production agricole comme une autre. C'est pas plus mal de faire de la canne à sucre pour faire du bioéthanol que de faire du Beaujolais. Même d'ailleurs, si on réfléchit à la canne à sucre, on peut faire 3 choses avec la canne à sucre: du rhum, des sucreries et du bioéthanol. Qu'est-ce qui est le meilleur? C'est le bioéthanol. Et de la fibre. C'est le bioéthanol parce qu'on va faire des alcooliques, des obèses, donc il vaut mieux avoir du carburant pour mettre dans les mobylettes. Bon, donc il faut raisonner cette question des biocarburants en termes de culture. C'est une culture, donc on la raisonne comme une culture. Est-ce que si je développe cette culture-là, je vais détruire de la biodiversité? Est-ce que je vais le faire dans des conditions socialement acceptables? Est-ce que c'est des grandes plantations ou est-ce que c'est de l'agriculture contractuelle? La canne à sucre, ça peut être des petits paysans qui font de la canne à sucre. Hein. C'est le cas de l'Inde, c'est le cas de la Thaïlande, c'est le cas même de l'Afrique du Sud d'ailleurs. Donc ça c'est un. 2, il y a en effet tout un tas de produits. Nous on finance du jatropha par exemple, qui est associé à la culture du coton dans certains pays de Mali. Donc c'est pas une panacée, mais enfin ça peut aider à produire de l'huile localement pour faire tourner quelques moulins. Donc il y a un sujet de chaîne énergétique locale, de petites filières énergétiques locales qui peut être soutenue. Et puis il y a la question de la biomasse, d'une façon générale. Le bois énergie, c'est la première énergie domestique en Afrique. 80% de l'énergie, c'est du bois. Donc la question, c'est est-ce qu'on plante, est-ce qu'on gère durablement des boisements, etc. Mais le bois, que nous considérons désormais dans les pays d'Europe du Nord et d'Europe comme une énergie moderne, et qui est toujours considéré comme un sujet de déforestation, de catastrophe en Afrique, on peut complètement le réhabiliter, renverser la chose. Il y a des pays africains qui ont un potentiel de croissance en matière de foresterie, de production de bois gigantesque. Et puis, on voit de plus en plus des industriels de transformation, par exemple, de la canne, du palmier à huile, voire même du cacao, les rizeries, évidemment, qui récupèrent une partie des produits pour faire de la cogénération. Et là, on est en train de gagner en efficacité de manière considérable. Voilà. Donc, et puis, évidemment, il y a le biogaz. Alors, le biogaz, c'est un échec sur le continent africain jusque-là.
À mon avis, c'est lié à un problème de densité, d'intensification, du nombre d'élevages, etc. Parce que par ailleurs, quand vous allez en Chine, évidemment, ça fait 40 ans qu'ils ont développé l'affaire. Nous, on commence juste à y penser. Hein. L'Afrique n'est pas plus en retard sur ce sujet-là. Juste, je rebondir juste sur ce qu'a dit Jean-Luc. Je crois quand même qu'il y a la question de l'énergie produite dans le secteur agricole doit se voir un peu en question d'échelle aussi. C'est pas du tout la même chose de réfléchir à l'échelle d'un État qui veut trouver des voies alternatives au niveau de l'alimentation de sa matrice énergétique, parce que de suite on va rentrer dans les mêmes considérations que les investissements, l'accaparement des terres, c'est la concurrence de l'utilisation des sols par rapport à la production alimentaire dans un certain nombre de pays où c'est relativement crucial. Par contre, on peut le voir à l'échelle une échelle locale et voir que dans beaucoup de pays, effectivement, il y a beaucoup de zones ou de régions qui sont quand même qui ont beaucoup de difficultés à accéder à des ressources énergétiques, notamment l'électricité, donc avec un certain isolement rural de certains nombres de communautés, et qu'une réflexion autour de la production locale d'énergie, au travers de la production agricole, peut être quelque chose d'assez intéressant. Le milieu insulaire, par exemple, aussi, hein, qui sont très isolés, qui dépendent beaucoup de l'importation par rapport à leur indépendance énergétique. Donc c'est une autre réflexion d'échelle, et parce qu'elle est compatible, elle n'est pas en concurrence, elle peut se faire en association. J'ai trop ça par exemple avec le coton, on peut la réfléchir à petite échelle, en association avec les autres productions déjà en place, et pas en compétition. Donc là, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Au contraire, il y a de la complémentarité, il y a de la diversification aussi économique, parce que ça représente finalement un coût et une ressource, finalement, que de produire une ressource énergétique pour la valoriser localement. Et donc là, on n'est pas dans le même contexte. Là, je pense que ça a quand même beaucoup de sens dans beaucoup de pays. Oui, moi je suis à 100% aligné. Là aussi, l'agriculture et l'Afrique, c'est une partie de la solution pour le problème de changement climatique. On a un problème de carbone dans l'atmosphère. Le meilleur moyen de fixer le carbone, c'est la biomasse. Donc je crois qu'il faut renverser l'argument, il faut arrêter d'avoir peur. Parce qu'évidemment, si on se dit on utilise la biomasse pour produire de l'énergie, on se dit mais alors cette biomasse ne fixe plus le carbone. Non, c'est pas comme ça les cycles économiques. Si le fait qu'on ait une rentabilisation de la biomasse pour produire de l'énergie conduit à ce qu'on se dise on a une vraie ressource qu'il faut non seulement constituer mais accroître, et qu'on est dans une dynamique des cycles courts dans lesquels on utilise cette biomasse, mais sur un cycle long dans lequel on reproduit cette biomasse pour pouvoir continuer à l'utiliser, on peut très bien être dans des dynamiques très vertueuses où on va sur le long terme fixer de plus en plus de carbone. Au-delà de la philosophie, moi je crois qu'en effet, dans notre génération, il faut être subtil. Alors on le serait si nos élites politiques nous laissaient l'être, mais la génération suivante sera plus agressive que nous avec les élites politiques et sera certainement subtile. Je crois que par exemple sur la question des biocarburants, il faut se mettre très à l'aise. Il y a eu un problème sur les biocarburants, il y a eu un grand débat, parce que les termes, si vous voulez, dans un secteur qui naît, naît à partir d'un point, et puis après il évolue. Le point à partir duquel les biocarburants sont nés, c'est au Brésil, l'utilisation de la canne à sucre, qui était quand même plutôt alimentaire, enfin quand même, excusez-moi, plutôt industrielle aussi, partir d'une ressource alimentaire pour la transformer en énergie, avec la volonté supplémentaire des Brésiliens de commodiser ça, ça veut dire quoi ce terme barbare? Ça veut dire transformer le bioéthanol quasiment en un équivalent du pétrole, c'est-à-dire avec des produits très structurés qui s'échangent sur le marché, bref, à des fins d'exportation. Bon. Premièrement, les Brésiliens sont venus, ils produisent du bioéthanol de deuxième, voire bientôt troisième génération, non plus à partir de la canne à sucre, mais des déchets de la canne, la bagasse, etc. Ils améliorent leurs cycles énergétiques locaux. Et deuxièmement, en vue d'Afrique ou d'Asie, on n'est pas obligé d'envisager ce genre de bioénergie au pluriel à des fins exportatrices, mais ça peut être à des fins locales, et ça a été rappelé par les 12 intervenants. Moi, je crois que dans le cas spécifique de l'Afrique, si vous voulez, vous avez encore, pendant un certain temps, on parle à l'horizon, on ne parle pas à l'horizon 2100 ou même à l'horizon 2050, on parle à l'horizon 10 ans dans lequel il faut agir aujourd'hui. Dans les 10 ans à venir, vous continuerez d'avoir une densité rurale relativement faible, pour laquelle il faut penser à un mix énergétique. Ce ne sera sans doute pas le réseau électrique, en tout cas pas partout.
On n'est pas encore à la centrale nucléaire, ça je peux vous garantir, ne vous inquiétez pas. On va avoir besoin d'un mix. Alors un peu de solaire, un peu d'éolien sans doute, mais aussi des bioénergies et l'ensemble des bioénergies. Et je reviens à mon élément premier de stabilisation d'un marché de débouchés locaux. Plus les sous-produits biomasse de l'agriculture vont être valorisables, plus ça va stabiliser des revenus pour le milieu rural, je dis le milieu rural, pas uniquement le milieu agricole, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne de services autour de l'agriculture. Moi, je crois que c'est une chance aujourd'hui. La dernière question reste celle des dynamiques. Est-ce qu'on sera assez rapide pour le faire? Ça, je ne sais pas. Ils seront aux Africains eux-mêmes de dire. Oui, une dernière question peut-être. J'ai une question là sur le conflit autour des terres. C'est vrai qu'on assiste à une urbanisation accélérée, 1 milliard d'habitants dans les villes en 2040, 2050. Déjà des conflits autour des terres en Centrafrique, on voit qu'il y a un conflit entre éleveurs et agriculteurs. Au Rwanda, il y avait aussi une part de conflit autour de la terre. Même si l'Afrique a des terres cultivables nombreuses, elles sont pas nécessairement bien réparties. Alors, comment peut-on appréhender cette question, c'est-à-dire le déplacement de population, l'ère des Congo va-t-elle nourrir le reste de l'Afrique? Comment on peut voir les choses? Il y a deux sujets. Il y a l'urbanisation. Donc, comme je le disais, du point de vue du producteur agricole, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, parce que si vous êtes 8 paysans pour nourrir un urbain, vous allez avoir du mal à avoir un bon revenu. Donc vous pouvez déjà chercher à vous nourrir vous-même, bon, c'est bien. Enfin, il est légitime pour les jeunes burkinabés, par exemple, d'espérer gagner un peu d'argent pour avoir des machins comme ça, etc. Donc, bon. Après, il y a une autre question qui est la qualité du tissu urbain et les emplois en ville. C'est pas mon problème. J'ai d'autres collègues. Que les villes s'étendent, bon. Le problème, c'est que quand on détruit des zones très favorables à l'agriculture, pour les artificialiser définitivement, c'est un peu dommage. Quand c'est le résultat d'un étalement urbain parce qu'on ne veut pas habiter dans des immeubles de 4-5 étages, c'est un peu dommage. Voilà. Donc bon, mais ça, c'est des choix de société, c'est des choix de politique. Moi, je constate qu'en effet, il y a des zones qu'on aurait pu conserver pour l'agriculture, pour faire des ceintures vertes, pour faire des zones de maraîchage, etc. De toute façon, la qualité de vie en ville, elle dépend de la trame verte en ville. Il y a une page là-dessus, d'ailleurs, dans le dernier bouquin de Daniel Cohen, qui explique qu'on a testé que des étudiants qui passaient dans un tunnel étaient moins heureux que ceux qui faisaient un grand détour en passant par un parc. Je trouve ça très bien. Et qu'est-ce que c'est que les espaces verts dans les villes? Ça peut être de l'agriculture intra-urbaine, ça peut être des jardins associatifs, etc. Ça peut être plein de choses. Bon, mais ça, c'est un sujet. Le vrai gros sujet, je pense, pour l'Afrique, c'est celui que j'évoquais, c'est celui des ce que j'appelle des recompositions de peuplement. Ça va tellement vite que ça crée du conflit. Et ça, c'est un sujet de politique publique et de politique internationale énorme. Mais énorme. Donc, l'Éthiopie, vraiment, pour moi, est le pays, malgré ce que j'en disais tout à l'heure, c'est le pays qui aborde clairement l'affaire. Aujourd'hui, l'Éthiopie a considéré qu'elle devait soutenir les mouvements migratoires à l'intérieur de ses États fédérés. Puisque même dans la région du Tigré ou la région Amara, vous avez des zones trop densément peuplées et des espaces colonisables. Donc ils organisent ça comme ça. Et ils le font. Et il y a une politique publique d'aide à ce genre de choses. Bon. Quand vous êtes en RCA, moi la première fois que je suis allé en RCA, c'était en 1990, on avait en effet un programme de soutien à l'élevage qui était une intégration de la communauté des éleveurs Peuls dans la société centrafricaine. Aujourd'hui, on est obligé de constater que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Est-ce qu'on avait tort à l'époque? Je ne pense pas. La question reste posée. Donc il y a beaucoup d'endroits en Afrique. Vous avez aussi des exemples de melting pot réussis en Afrique. Je pense que le delta intérieur du Niger, aujourd'hui, qui est une zone où vous avez une croissance démographique de l'ordre de 4-5% l'an, parce qu'il y a de l'eau,
parce qu'on peut gagner de l'argent. C'est un peu la même dynamique d'ailleurs sur la vallée du fleuve Sénégal. C'est devenu un melting pot sénégalais, la vallée du fleuve Sénégal. Vous avez des gens qui viennent d'autres régions. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est vertueux. Mais sauf que pour que ça se passe bien, eh ben, il faut une bonne politique publique assez volontariste. Et ça revient à cette idée, comment un État et les communautés gèrent leur foncier. Vous avez l'histoire du melting pot ivoirien est extrêmement intéressante aussi. C'est sûr que ça a déclenché une crise. En fait, c'est pas une crise. Enfin bon, je n'étais pas dedans, hein, mais ce que j'en ai, vous avez un problème autour du foncier agricole entre des Ivoiriens eux-mêmes de différentes communautés qui ont accueilli des gens et puis qui ont accueilli aussi les Burkinabés. Donc tout ça, c'est la réalité du continent africain et c'est l'histoire. Donc on peut, et c'est une histoire que nous avons connue en Europe, on l'oublie parce que c'est lointain, parce qu'on est dans une dynamique de dépeuplement et nous connaissons une dynamique de peuplement différente, migratoire aujourd'hui, mais c'est l'histoire. Voilà. Donc ça, l'histoire, c'est de la politique et c'est des politiques publiques. Oui, donc par rapport à l'urbain, compétition urbaine-rurale, on est quand même sur la plupart, la majorité des continents africains, pas dans des niveaux de concurrence aussi élevés qu'on peut avoir dans d'autres continents. En Amérique latine, où effectivement on a des périmètres périurbains qui sont énormes et qui rentrent fortement en concurrence. C'est le premier point. Après, les histoires de concurrence par rapport aux ressources, je pense que c'est pas spécifique au continent africain, je pense que c'est spécifique à tous les milieux ruraux du monde entier finalement. Donc dans tous les espaces ruraux, il y a des conflits par rapport aux ressources, que ce soit les fonciers ou que ce soit d'autres ressources. Et que quelque part, elles passent par deux niveaux d'articulation. Les deux leviers par lesquels on peut intervenir, c'est bien sûr les politiques nationales. Effectivement, on peut songer à des politiques qui favorisent effectivement ou qui essaient de favoriser la gestion de ces espaces et favoriser la mise en place de façon un peu articulée de la mise en valeur de ces espaces, mais surtout par la négociation locale qu'il peut y avoir entre les différents acteurs de ces espaces. Parce qu'on voit bien, par exemple, on parlait des conflits entre éleveurs et agriculteurs, on voit bien qu'il y a des changements dans la société, des changements au niveau de la valeur de certaines ressources, des ressources qui ne sont pas limitantes, qui viennent tout d'un coup deviennent limitantes parce que tel ou tel secteur de ces acteurs a changé. Et donc on voit que traditionnellement dans toutes les zones sahéliennes, il y avait des agriculteurs sédentaires et des éleveurs migrants. Les éleveurs migrants utilisant les espaces des parcelles cultivées une fois que la récolte était prélevée par les agriculteurs qui étaient locaux. On voit bien que ce panorama il change complètement parce que les agriculteurs locaux ils se mettent à faire de l'élevage aussi. On a donc on va dire une diversification de ces acteurs avec à la fois des agriculteurs qui sont aussi éleveurs, qui sont sédentaires, des anciens éleveurs peuls qui s'installent et qui se sédentarisent, etc. Donc une diversification de l'ensemble de ces acteurs et un accès aux ressources qui devient conflictuel. Parce que la biomasse, on l'a dit tout à l'heure, finalement la biomasse, ça devient un élément d'alimentation du bétail, mais aussi de gestion de la fertilité des parcelles, de protection des sols contre le ruissellement et l'érosion, etc. Et que donc, ça passe par des renégociations entre les pouvoirs traditionnels locaux et l'ensemble de ces acteurs pour savoir finalement comment on gère ces conflits-là, comment on gère ces évolutions de la société. Et que donc finalement on voit que la mise en place des pouvoirs de concertation localement sont très importants dans la gestion de ces conflits à la fois fonciers mais aussi par rapport aux ressources disponibles localement. Merci, on me dit que nous avons dépassé le temps. Donc voilà, ce sera la conclusion. Merci d'être venu et merci à nos intervenants pour ce débat.